Elsa, je vais vous parler du Hamas aujourd'hui, du Hamas et de ses remerciements. C'est à l'Europe qu'il les fait, mais si. Le 22 mai dernier, la Norvège, l'Irlande et l'Espagne ont annoncé qu'elles reconnaîtraient l'État de Palestine ce 28 mai. Et le Hamas de se réjouir et de le faire savoir. Une solution à 2 États, la seule solution juste, passe par cette reconnaissance, évidemment. Mais cette gratitude d'une organisation terroriste envers des pays libres devrait, à minima, questionner sur le chemin emprunté et sur le timing. Que ceux qui détiennent encore 125 civils innocents en otage se sentent reconnaissants envers des démocraties est effrayant. Hussam Badran, l'un des chefs du Hamas, a déclaré dans la foulée à la chaîne de télévision Al Jazeera Mubasher se féliciter d'une décision, je cite, « résultat de l'opération Al-Aqsa Flood ». Al-Aqsa Flood, c'est le pogrom du 7 octobre, qui tua 1140 civils, en kidnappa 250. Une action destinée à tuer les Juifs en Israël et non à libérer des colonies, et bien distincte du conflit territorial entre Israël et la Palestine. Obtenir cette reconnaissance à l'issue d'un massacre, c'est donc du bonus. Un groupe terroriste basé à Gaza, allié du Hamas, interprète cette reconnaissance comme un soutien à son combat, à son djihad. Comment lui donner tort? En reconnaissant unilatéralement l'État de Palestine, sans condition aucune, sans gage sécuritaire, sans même exiger la libération des otages, et ce juste après un bain de sang, ces pays approuvent la terreur comme moyen. Quelle inconséquence, qui passera inaperçue forcément, tandis que les frappes israéliennes atroces détruisent la vie à Rafah. Pendant ce temps, les otages, eux, meurent en silence. On pense à Orion Hernandez Radou, l'un des 3 otages français qui était encore entre les mains de ce Hamas, si satisfait des décisions européennes et dont on vient d'apprendre qu'il a été assassiné. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Un RN dégonflé à bloc », où il est question du RN, évidemment, mais surtout du mal-être démocratique profond qui touche la France et les Français et qui fait que, malgré ces démonstrations d'incompétence, malgré que la façade Bardella se fissure chaque jour un peu plus, malgré une proximité avec la Russie qui doit nous inquiéter, le RN monte inexorablement. Caroline Fourest détaille les raisons objectives qui font que c'est une mauvaise nouvelle. Face au RN, suffit-il d'avoir raison? C'est notre titre en une cette semaine qui nous questionne sur la bonne façon de lutter contre le populisme de l'extrême droite, la pauvreté de son discours, la faiblesse de ses propositions, mais aussi l'efficacité de sa communication. Une grosse enquête à lire aussi cette semaine. Crise à la Civise, le juge Durand divise. C'est une enquête que j'ai réalisée et qui donne pour la première fois la parole aux acteurs de la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs qui furent membres de la Civise sous et après le juge Durand et qui racontent, comme le héros de certains, n'est pas que ça et pourquoi il y a des raisons objectives à son éviction de la Civise qu'il a coprésidée durant 3 ans. Et puis Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, encore et toujours, le chef des Insoumis, ne sait plus quoi dire et quelle outrance donner à entendre pour draguer l'électorat musulman en tapant sur Israël. Mais ça ne suffit pas toujours et il parvient parfois à se faire doubler sur sa gauche. Mais si, c'est un papier de Yann Barth. Marine Le Pen fait l'essuie-glace, c'est encore du RN que l'on parle, pour décrypter la tentative de rapprochement du leader du Rassemblement national avec Giorgia Meloni, dont elle avait pourtant critiqué les positions atlantistes, mais nécessité fait loi et les jugements d'hier s'effacent devant les besoins d'aujourd'hui, comme le décrypte Alain Offray. Poutine se frotte les mains rouges ou comment la profanation du mur des Justes du mémorial de la Shoah à Paris, c'était le 14 mai dernier, est une nouvelle fois l'œuvre de Poutine, comme naguère les étoiles de David. Elles étaient bleues sur les murs de Paris. La guerre du bouton, c'est un article passionnant de Nala Uterman qui nous fait la preuve d'un Biden incroyablement faible face à la République islamique d'Iran, faible quand il demande aux représentants de son pays de faire une minute de silence à l'ONU, car le boucher de Téhéran est mort, mais aussi faible quand son camp enjoint l'Europe de ne pas prendre des sanctions contre Téhéran dans la poursuite de son programme nucléaire. Plein de choses encore dans ce numéro 133 de Franc-Tireur, l'œil de Benjamin Cyr. Il nous parle d'une tuerie empêchée cette semaine, de Bardella vaincu mais pas vainqueur, de Retailleau qui plaît aux homophobes et d'Hubert Julien Laferrière, contre-modèle politique. Et puis les choix culture de Yasmina Jaffar, le portrait qui fâche, le dernier mot. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, l'aigle et le dindon. Comment peut-on l'emporter si spectaculairement dans l'arène tout en étant vaincu dans les urnes ?
C'est sur le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella que Raphaël Enthoven a choisi de poser son regard de philosophe. Pourquoi l'électeur de Bardella est décidé avant de décider? Autrement dit, pourquoi les raisons qu'il se donne de faire son choix ne servent qu'à étayer le choix qu'il a déjà fait, quitte à mettre dans l'urne le bulletin d'un percheron normand qui ne sera jamais un cheval de course à Vincennes. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.